Daniel, racontez-moi un souvenir précis qui vous vient spontanément quand on vous parle de l'Algérie. Alors, un souvenir précis, un des plus beaux souvenirs de ma plus tendre enfance, c'était les gardiens de la propriété de Médéa que nous avions. Et j'adorais la galette arabe et j'allais régulièrement chez les gardiens pour leur demander ma petite galette. Et alors, maman m'a dit plus tard qu'il me la faisait juste à ma dimension, exprès pour moi, mais je gardais toujours l'impression d'un énorme soleil. Depuis quand votre famille était installée en Algérie? Depuis diverses dates, mais du début du 19e siècle. Donc les premiers qui sont arrivés, c'était des Lorrains, les Labarre, de la frontière luxembourgeoise à Remring. Ils se sont mariés sous le calendrier républicain et en 1836, ils sont venus apparemment à Tipaza. Quelle était la profession de vos parents en Algérie? Alors, ma maman était secrétaire sténodactylo à la BP. On n'avait pas le droit de dire British Petroleum parce que c'était anglais. Et alors, elle était 8e échelon à la limite des cadres. Et mon père, je n'ai pas trop su, mais il était dans la comptabilité. À quoi ressemblait l'école en Algérie? L'école, c'était quelque chose de merveilleux. D'abord, tout était mélangé. Dès que je suis entrée à l'école, maman m'a dit, écoute ma chérie, tu vas voir toutes sortes de petites filles à l'école. Tu dois savoir que chez nous, le racisme, ça n'existe pas. Alors, tu vois une petite fille, tu regardes, si elle ne dit pas de gros mots, si elle est propre, qu'elle soit arabe, française, juive ou n'importe quoi, tu joues avec. Il y avait donc de la mixité. Oui, une énorme mixité et qui malheureusement n'était rompue que par le port du voile. J'ai un souvenir un peu nostalgique d'une camarade, mon Dieu, c'était au cours élémentaire. Et comme ils avaient droit à 2 années de redoublement de plus que nous pour combler le handicap culturel, donc les gamines étaient souvent plus âgées que nous. Et j'étais au premier rang et je me souviens d'un jour où notre camarade, que j'aimais beaucoup, est arrivé au bureau de la maîtresse et elle lui a dit « Madame, à partir de demain, je ne peux plus venir parce que je prends le voile ». Et sinon, mais alors cette douceur de l'enseignement, j'adorais l'école. Et je me souviens qu'en fin d'année, quand le temps devenait de plus en plus doux, je voyais les rayons du soleil avec les petits brins de poussière qui dansaient là-dedans. C'était une atmosphère absolument extraordinaire. Est-ce que vous aviez conscience, vous, en tant qu'enfant, d'une certaine différence de considération entre les individus? Est-ce que vous voyiez la différence avec des musulmans qui étaient peut-être moins considérés que des Français d'Europe? Non, je n'ai jamais remarqué ça. Déjà, chez nous, bon, quand je suis née à Médéa, les plus proches voisins, c'était des musulmans, arabo-turcs. Bon, je n'ai jamais vu ni pratiqué moi-même une quelconque discrimination négative à l'égard des populations d'origine musulmane, pas du tout. Les pieds noirs, aujourd'hui encore, sont parfois assimilés à des colons. On sait aujourd'hui que pas tous les pieds noirs étaient des colons. Quel regard vous avez par rapport à cette définition? Déjà, colon, c'est un peu un mot fourre-tout. Hein. Colon, c'est quelqu'un qui colonise. Alors, il y avait des gros colons, très peu, 2-3 familles. Il faut savoir aussi qu'il y avait de très grandes familles richissimes indigènes. Et il y avait énormément de petits colons, comme les tout petits cultivateurs en France. Donc, non,
je ne comprends pas ce que signifie ce mot de colon. C'est stupide. Quelle serait pour vous la meilleure définition d'un pied noir? Il n'y a pas une seule définition, c'est un ensemble de définitions. C'est d'abord quelqu'un qui adore sa patrie, même plus que les métropolitains eux-mêmes, qui adore sa famille, qui est vraiment le lien familial est très fort. La religion aussi, sans dévotion trop forte, mais un attachement au spirituel. Donc des gens qui adorent le travail bien fait, qui ne vont pas tirer au flanc et dire « bon, j'ai tant de jours de congé de maladie à prendre, je vais les prendre ». Des gens qui aiment ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il reste de vos racines pieds noirs 60 ans après avoir quitté l'Algérie? Il reste absolument tout, les paysages, les souvenirs, les amitiés, y compris indigènes, que j'ai laissées là-bas. Vraiment toute cette convivialité, toute cette douceur de vivre, qui ne veut pas dire le farniente, mais le plaisir des petites choses simples, des valeurs douces de la vie. Est-ce que vous avez une anecdote précise à nous raconter, par exemple, autour de la cuisine? C'était une cuisine essentiellement française, mais avec quelques petites touches particulières. Par exemple, le riz. Nous ne mangions jamais de riz blanc. Nous mettions toujours du safran dans le riz. Il ne nous serait jamais venu à l'idée de manger du riz blanc. Ensuite, nous avions les plats typiques que je n'ai appris à faire qu'après l'indépendance avec notre femme de ménage Zina, une femme absolument adorable. C'est elle qui m'a appris à rouler le couscous. Donc c'est vrai que nous adorons les saveurs de là-bas. Une cuisine plus savoureuse, plus épicée qu'en métropole. Parmi les caractéristiques du pied noir, il y a aussi l'humour des Français d'Algérie. Est-ce que vous pouvez me le décrire, cet humour? Un humour bon enfant qui se moque peut-être des petites misères du quotidien, voilà. Comme quand Cagayous dans le livre de Musette est conduit en prison lors de son service militaire. Allez, marche la route, voilà. Bon, cet amour de la vie, par exemple, on ne dira pas je vais prendre une bière, je vais me baigner, je me tape un bien, je me tape une bière. Bon, on rigolait tout le temps, si vous voulez. Ça fait partie des mots, des expressions propres à la communauté pied noir, ce genre de choses? Oui. Des expressions qui sont françaises, bien sûr, mais aussi des déformations espagnoles ou italiennes du français ou arabe. Si pas moi, si la poule qui philosophe. Bon, des choses comme ça, quoi. Et puis l'accent, quoi. Bon. Quand vous pensez à l'Algérie, qu'est-ce qui vous fait sourire? Tout sourire en douceur. Je reviens toujours à Médéa. La propriété que nous habitions n'avait ni eau, ni gaz, ni électricité. C'était 2 hectares en pente et en haut, il y avait un puits. Et je me souviens que mon grand-père maternel allait tirer l'eau du puits, il posait sur la margelle et il me disait « Allez, bois dans le seau comme un petit mouton ». Quand vous pensez à l'Algérie, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Ce qui aurait pu être de bonheur partagé entre les musulmans et les Français et qu'une politique idiote a détruit. On aurait pu être frères et sœurs la main dans la main et on a cassé cet amour que nous avions et ce respect que nous avions les uns envers les autres réciproquement.
Alors vous, la particularité, c'est que vous n'êtes pas parti en 1962 comme la plupart des pieds noirs. Exact. Racontez-nous. Je ne suis pas parti en 1962 parce que maman ne pouvait pas se résoudre à quitter son pays, à quitter sa maison. J'ai été brièvement rapatrié en convoi sanitaire dans le Gers, à Roque-Taillade, pour cause de poliomyélite. Et le département avait donné au docteur Sanchez un magnifique château avec une piscine qui faisait construire pour les petits malades. Maman a tenté de rester tant qu'elle a pu. Et puis, lorsque une femme de la Chelle où elle travaillait a été violée chez elle par 4 FLN, toutes les femmes ont commencé à donner leur démission et maman a tenu tant qu'elle a pu et sachant qu'elle ne pouvait pas me laisser revenir en Algérie dans ces conditions-là, elle est venue me chercher en France. Quand nous avons appris que les choses se calmaient, nous sommes rentrés en Algérie. Notre appartement, parce que c'était l'immeuble du commissariat, n'avait pas été touché. Et nous avions encore le cousin germain de maman. Donc, bon an, mal an, nous avons pu vivre, malheureusement, voir le pays se transformer. Mais le pays en lui-même était tellement beau, nous l'aimions tant, que nous ne pouvions pas nous décider à partir. Et c'est seulement quand j'ai passé mon bac, en 1968, qui, pour les scientifiques, ne nous a absolument pas été donné, contrairement aux littéraires. Sur 15 que nous étions à nous présenter ce jour-là, 2 seulement, le chef de classe et moi, avons été reçus. Voilà. Et à partir de ce moment-là, les accords culturels étant dénoncés, j'ai été obligé de rejoindre la fac en France. Maman avait encore son appartement. Dès qu'elle a pu le vendre, elle est venue me rejoindre en 1970. Mais il faut dire que tous les indigènes qui étaient entrés sans fracturer les portes dans l'immeuble nous aimaient beaucoup et ils ne voulaient pas qu'on nous fasse quoi que ce soit. Et les gens du commissariat, les policiers veillaient sur nous aussi. C'était encore possible de vivre en tant que Français en Algérie après 1962. Voilà, jusqu'en 1974, c'était encore possible, même si le pays se dégradait peu à peu, faute d'entretien. Et c'est seulement après, quand d'autres sont venus au pouvoir, que ça a commencé à péricliter encore plus. Alors racontez-nous votre départ d'Algérie. Est-ce que vous aviez conscience à cette époque-là que vous ne retourneriez jamais vivre en Algérie ? En 68, oui, j'en avais parfaitement conscience, ce qui fait que sans m'en rendre compte, à la fac, j'ai eu un petit peu de déprime. Quelle a été la réaction des métropolitains quand vous êtes arrivé d'Algérie ? La grosse haine anti-pieds noirs s'était un peu estompée et comme à la fac, il y avait un peu de tout, y compris des pieds noirs, il y avait aussi des étrangers. Donc personnellement, je n'ai pas souffert de cet ostracisme, sauf de la part de 2 enseignants de botanique. À l'époque, je me demandais pourquoi ils m'avaient dans le collimateur. Et j'ai compris quelques années après que c'était parce que j'étais pied noir. Et un jour où l'un d'entre eux m'avait posé une question et que j'avais répondu correctement, je l'ai vu qui se crispait de rage. Est-ce que vous avez eu besoin, quand vous étiez en France, en métropole, de revendiquer ses racines, ses origines d'Algérie ? Alors, non pas à titre de revendication, mais à titre d'information normale. On ne se cache pas d'être ch'timi, d'être provençal, d'être alsacien. Pourquoi est-ce que je me serais caché d'être pied noir? Non, c'est la première chose que je disais sans agressivité, sans arrogance, mais ben voilà, je suis ça.
Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir dû faire un effort d'intégration? Nous étions très, je dirais pas rigides, mais très stricts concernant la morale en Algérie. D'abord parce qu'il y avait beaucoup de Méditerranéens, Espagnols et Italiens et que chez eux c'est très strict, mais aussi parce que nous avions à cœur de ne pas choquer les musulmans. Et quand je suis arrivé ici, que je voyais tout le monde qui presque copulait à ciel ouvert, j'étais un peu effrayé, oui. Quand vous êtes parti, ça a été quand même un déchirement pour vous? Bien sûr, je ne connais pas un seul pied noir pour qui ça n'ait pas été un déchirement. Comment expliquer que 60 ans après la plupart du rapatriement des Français d'Algérie, ce sujet soit encore aussi vif? Quand vous avez connu la beauté et le bonheur, vous n'avez pas envie de rejeter de belles choses. Comment est-ce que je pourrais rejeter tous les après-midi où mon grand-père m'amenait au parc de Galan? C'est quelque chose de merveilleux, des tas de petites placettes avec un musée romain en haut, mais des choses magnifiques. Comment rejeter des montagnes magnifiques, la mer, la convivialité? On ne peut pas rejeter quelque chose que nous avons tant aimé. C'est comme si on rejetait sa mère. Est-ce que vous pensez que le travail de mémoire peut permettre d'apaiser les ressentis autour de cette période? Alors, je ne sais pas si ça apaisera les ressentis d'informer certaines personnes qui n'ont jamais rien su, qui ont été désinformées du tout au tout, et nous ne le verrons pas. Je ne le verrai pas, mais peut-être que dans 100 ou 300 ans, ce travail de mémoire donnera des résultats. Vous avez une certaine fierté d'être né en Algérie? Oui, pied noir et fier de l'être, oui.